commencer cette conférence et on commence par une table ronde, et ça c'est historique au Grand Circuit. Et pour répondre à nos questions aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir avec nous Stéphane Bretin. Bonjour Stéphane. Bonjour. Voilà, le micro marche bien. Vous êtes responsable Europe maintenance et services chez Vinci. Vous êtes représentant aujourd'hui du CERS. Également avec nous Sébastien Meunier. Bonjour. Bonjour Sébastien. On va tous se tutoyer, ça va être plus simple. Tu es responsable des relations institutionnelles chez ABB, si je ne me trompe pas, et également vice-président Smart Building Alliance. Et c'est à ce titre que tu interviens aujourd'hui. Et enfin, Christophe Guyard. Bonjour Christophe. Bonjour. Tu travailles chez Deltador et président du comité pilotage des bâtiments chez Ignes. Je ne sais plus si on se tutoyait, mais on avait dit qu'on faisait ça. Oui, c'était ça. Hein. Absolument. Vous ne m'en voulez pas alors. Donc, allons-y dans cette table ronde. Alors peut-être on peut commencer par un premier tour de table rapide pour vous présenter chacun, en tout cas les syndicats que vous représentez. Stéphane, je sens Stéphane prêt à le faire. Alors allons-y. Voilà, tout à fait bien. Merci. Je suis ravi de pouvoir partager sur le métier de la maintenance. Pour ma part, je suis Stéphane Bretin. Effectivement, je travaille pour Vinci Énergie, membre du CERS. Je suis responsable maintenance et services auprès de notre réseau Europe d'entreprises. Et pour la France, en fait, ce réseau Building Solutions de 250 entreprises environ est dédié aux activités travaux, maintenance et exploitation des bâtiments du secteur tertiaire, d'où probablement ma présence aujourd'hui. Voilà, Sébastien, alors peut-être pour continuer. Oui, donc écoutez, moi aujourd'hui je représente Smart Building Alliance. Donc c'est une association qui a pratiquement maintenant 10 ans, qui comporte plus de 500 membres, et puis notamment les organisations professionnelles qui sont autour de cette table. Et puis je vous parlerai tout à l'heure des points d'actualité, puisqu'on a eu une rentrée très chargée fin août, avec différentes annonces qui concernent directement le pilotage. Et enfin, Christophe Guyard, donc au titre d'Ignes. Alors, j'ai dit Ignes, j'ai eu un doute maintenant. Ignes, non, c'est bien ça. Donc, oui, moi, je m'occupe des relations institutionnelles chez Deltador, et là, j'interviens au titre du comité pilotage d'Ignes, que j'ai le plaisir de présider. Et Ignes, donc, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une alliance d'industriels qui propose des solutions électriques et numériques pour l'ensemble de l'animation et le bien vivre dans les bâtiments et dans le marché du résidentiel. D'ailleurs, j'animais une conférence hybride hier, comme je citais pour Ignes et la FFIE, la Fédération française des intégrateurs électriciens, qui était sur la transition démographique. Ça, c'est un gros sujet parce qu'on a les baby-boomers, ceux qui sont nés en 45, qui ont eu 23 ans, vous voyez, qui ont renversé la table en 68 et qui vont avoir 85 ans en 2030. Et donc, il y a un vaste sujet, donc une arrivée en masse de personnes âgées et il va falloir s'en occuper. Il n'y a pas que cette génération-là, mais c'est vrai qu'elle compte beaucoup et c'est une illustration du mieux vivre et de l'accompagner le mieux vivre dans l'habitat et dans les bâtiments, absolument. Ouais. On avait dit, Christophe, continuons tout de suite, que tu avais un sujet, et au sein d'Ignes, vous avez un sujet aussi que vous développez. Mais tu as un sujet que tu connais parfaitement, c'est le confort d'été. Il y a également là, des solutions en termes de pilotage, hein, puisque c'est le sujet de cette conférence. Ah oui, les liens entre le confort d'été et puis le pilotage dans les bâtiments. Donc, oui, c'est un sujet qui nous tient à cœur. D'ailleurs, avec une évolution dans la RE 2020, on a pu faire intégrer cette dimension-là dans la RE 2020 qui sera effective l'année prochaine. Alors, le confort d'été et le pilotage, comment on peut caractériser ça? On peut dire qu'on voit bien, enfin tout le monde le sait, qu'on va vers des périodes de réchauffement beaucoup plus fortes et beaucoup plus intenses que ce que l'on a eu jusqu'à aujourd'hui. Et que face à ça, on se rend compte qu'il faudrait essayer de diminuer un petit peu les consommations et notamment l'appel de tout ce qui est climatisation à l'intérieur d'un bâtiment, ou tout au moins le retarder. Et parmi ces éléments du rafraîchissement passif, il y a un certain nombre de choses à prendre en compte. Il y a l'environnement du bâtiment, si c'est dans un îlot urbain ou s'il est entouré de végétation. Il y a la structure du bâtiment. Et puis, il y a également la bonne utilisation des technologies qui sont à l'intérieur de ce bâtiment. Et dans ces utilisations technologiques,
On a bien sûr tout ce qui tourne autour de l'occultation des parois vitrées. Ces parois vitrées qui sont sujettes à des apports solaires très importants en été. Alors, c'est un petit peu plus utile en hiver, mais en été, ça peut être très pénalisant et être l'objet d'élévations de température importantes dans les pièces. Et donc, ce pilotage des ouvrants peut se faire de différentes manières. Soit ce sont des stores vénitiens, des stores à bannes ou des volets roulants. Et aujourd'hui, ce que l'on observe, c'est que ces différents types d'occultation des parois vitrées dans les bâtiments se commandent soit manuellement, d'une part, soit manuellement, mais avec une petite motorisation, soit sont automatisés et en lien avec le pilotage. Alors, le constat qui est fait, et on peut le retrouver dans le panorama des solutions d'ailleurs qui est édité par Promodule, une autre instance, c'est que globalement, quand on est dans des commandes manuelles ou manuelles motorisées, ces éléments-là sont activés environ 1,7 fois par semaine, donc ce qui est quand même relativement faible, même très faible, et que les utilisateurs des locaux, des bureaux, l'utilisent, enfin, il y a moins de la moitié des occupants des bureaux qui utilisent ces moyens d'occultation. Donc en fait, on a des outils qui permettent de diminuer les apports solaires et qui sont très peu utilisés. Alors face à ça, on a effectivement le lien avec le pilotage, c'est-à-dire qu'on a une liaison d'automatisation avec ces occultations, et on peut prendre l'exemple des brise-soleil qui, en liaison avec des niveaux d'éclairement, des niveaux d'occupation de la pièce, des niveaux de mesure de température dans les pièces, peuvent permettre à travers ce pilotage des abaissements de l'ordre de 18 degrés dans une journée avec ces commandes qui sont en liaison avec les autres capteurs que l'on a dans le bâtiment. Donc en fait, on a une capacité à diminuer à la fois la consommation d'énergie, retarder l'utilisation des climatiseurs, hein, qui, selon certaines études, irait jusqu'à 10% de la consommation électrique dans le monde, donc c'est quand même assez important. Mais voilà, qui permettrait de diminuer cette consommation avec cette liaison. Donc on a au travers du pilotage une nouvelle passerelle on va dire, de l'interopérabilité avec d'autres valeurs qui sont utilisées. Les capteurs solaires, les capteurs de température sont utilisés dans d'autres applications, d'autres usages à l'intérieur. Oui, ça c'est intéressant parce que finalement on a construit pas mal de bâtiments et on voit les bureaux avec des grandes parois vitrées sur lesquelles il n'y avait pas de système de climatisation des fois qui étaient installés et qui sont vite devenus invivables l'été. Et donc, si j'ai bien retenu le chiffre, ça je l'avais pas en tête. C'est 18 degrés, c'est ça 18 degrés d'abaissement de température, oui. Alors, je vous renvoie vers le document de Promodule qui fait état de ces résultats. Donc, effectivement, ce sont des abaissements de température très, très importants. Oui, ça, on va avoir besoin d'installer de climatisation parce que souvent, quand on parle pilotage, là, on est dans le tertiaire, hein, mais quand on parle pilotage, maintenance, entretien, on se dit, tiens, mais il faut installer des solutions et des solutions qui sont coûteuses, qui sont complexes à mettre en œuvre. Ben là, finalement, c'est plus simple qu'à mettre en place que des clims, ça consomme pas d'énergie et c'est extrêmement efficace. Ça consomme un peu d'énergie, mais ça consomme très peu d'énergie par rapport au gain que ça peut procurer derrière et puis le retardement d'utilisation des climatiseurs. Il n'est pas question de dire là que ça remplace un climatiseur. Ce n'est pas du tout l'objet. Mais c'est d'atténuer les effets et de retarder leur utilisation, absolument. Oui. Oui. Quand on continuons ce premier tour de table auprès de Stéphane, finalement, on voit aussi qu'il faut des hommes et des femmes pour à la fois mettre en œuvre ces solutions, mais aussi pour les maintenir. Hein, ça va être votre sujet et ça va être ton sujet, mais peut-être on avait dit qu'on ferait un petit point sur le dispositif éco-énergie tertiaire. C'est décret tertiaire, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Le dispositif éco-énergie tertiaire qu'on va devoir un petit peu mettre en œuvre, en fait, c'est la performance du bâtiment et le mainteneur va être au cœur de ce dispositif car il va aider à déclarer l'ensemble des déclarations nécessaires à l'établissement d'un plan de performance énergétique d'ici à 2022 notamment. Et puis le mainteneur, finalement, il est au cœur de la relation entre les occupants, les installations, le bâtiment et puis les différentes supervisions. Donc il a un rôle vraiment central. Une fois la vague de déclaration passée, hein, ça va vraiment être une vague importante d'ici à 2022. C'est une étape importante. Ça va durer quelques semaines ou quelques mois.
Et en fait, il faut bien prendre conscience que le dispositif éco-énergie tertiaire, ça ne se limite pas à la déclaration. Il y a une durée de vie de 30 ans jusqu'à 2060, 30, 40, 50, pardon. Et donc, ça confère un rôle central vraiment à l'exploitant-mainteneur avec des notions impératives d'engagement, d'expertise derrière. Il a un poids, le mainteneur, dans ce dispositif assez important. Il faut savoir que ça peut représenter la maintenance exploitation entre 1/3 et 50% de l'objectif du dispositif à atteindre. Ce dispositif sur une première cible de 40% attendu d'ici 2030, puisqu'on sait que l'exploitation, la maintenance sur un bâtiment qui a été plus ou moins bien exploité, plus ou moins bien entretenu, on peut aller facilement trouver 15 à 30% d'économie d'énergie. Et ce qui est important, surtout au travers de ces actions du maintenant exploitant, c'est que ce sont les actions qui nécessitent l'investissement le plus faible. Et puis le mainteneur, dans le cadre de ce dispositif, avec objectif de réduire drastiquement les consommations, c'est sans doute le partenaire qui saura et qui pourra porter l'engagement global dans le cadre des obligations du dispositif, parce qu'effectivement, pour pouvoir tenir dans la durée, pour pouvoir naviguer après cette vague de déclarations, naviguer et tenir le cap des engagements et des obligations que l'on fixera, le mainteneur, au travers d'un engagement global, saura le porter. Oui, parce que finalement, vous avez une expérience là, sur ces sujets, c'est les contrats de performance énergétique. Tout à fait, oui, effectivement. On a alors, tout mainteneur qui se respecte généralement, dans le cadre effectivement des mainteneurs adhérents au CERS, des grands donneurs, des grands acteurs des supervisions énergétiques. Alors que ce soit en contrat de performance énergétique, en CPE ou en marché globaux de performance, on peut mettre à disposition nos différentes expériences qui sont d'ailleurs multisectorielles. Dans l'ADN du mainteneur, il fait des choix pragmatiques pour la meilleure solution technico-économique. Il y a beaucoup de solutions qui sont proposées sur le marché. Il en a testé pas mal ces dernières années, le mainteneur, soit dans le cadre du comptage énergétique qui sera nécessaire pour superviser et monitorer, la remontée des données également, qui est un enjeu important dans le cadre de la cybersécurité, et puis le monitoring, l'outil qui permettra de comptabiliser l'ensemble des consommations. Pour exemple, si je peux me permettre, effectivement, une solution Wave qui a été proposée par Vinci Énergie dans sa dimension de performance énergétique, qui a permis d'être labellisé R2S, et je pourrais éventuellement faire le lien avec Sébastien, R2S 3 étoiles pour le bâtiment du même nom. Comme quoi, voilà, on est aussi en tant que mainteneur intégrateur de solutions pour la performance énergétique au travers des solutions comment dire, technologiques et de monitoring. Oui, mais là, Stéphane, tu as fait le lien. Alors, du coup, Oui. Sébastien ne peut que répondre alors sur R2S. Effectivement, peut-être vous expliquer le dispositif, Sébastien, avant d'arriver sur les actualités. Oui, parce que on voit que ça a été indiqué par Stéphane et puis par Christophe avant. Il y a des enjeux qui sont très importants, des objectifs de réduction de la consommation énergétique à atteindre, et ça ne se fera pas sans pilotage. Par conséquent, ça ne se fera pas sans data, sans interopérabilité. Et donc, c'est dans ce cadre-là où la SBA produit un certain nombre de cadres de référence de façon à guider les acteurs et obtenir ces résultats. Parce que le pilotage de l'énergie, ça reste quand même le premier service attendu dans un bâtiment tertiaire. Donc ça, c'est le cadre de référence R2S for Grids. Ça permet de répondre aux différents enjeux réglementaires et à la pression qui va continuer de monter, je ne sais pas jusqu'à quand. Maintenant, les scénarios du RTE, maintenant, c'est 2060. Alors, on a encore gagné 10 ans de plus. Sachant que l'énergie, c'est la dépense la plus importante en exploitation. Donc, dans les coûts d'exploitation, l'énergie, c'est 24% dans le tertiaire, et que grâce au pilotage et à la régulation, on va faire 30 à 60% d'économie d'énergie en activant l'efficacité énergétique et tout ce qui est pilotage actif. Et puis, en impliquant les utilisateurs, ce n'est pas négligeable, surtout lorsqu'ils commencent à prendre conscience des conséquences de leur activité, 10 à 30% d'économie supplémentaire. Voilà, alors nous, les deux annonces qu'on a faites, que je voulais partager avec vous, parce que tout le monde ne pouvait pas aller au sommet européen du numérique
poumon des bâtiments, des villes et des territoires qui se passait au Havre le 31 août et 1er septembre dernier. En présentiel? En présentiel, absolument, 600 personnes. Et donc, à SBA, on a fait 12 ateliers. Alors, je ne vais pas tous vous les raconter maintenant, mais quand même, je voudrais vous faire 2 annonces, parce qu'il y a eu 2 ateliers dédiés là-dessus. Le premier, c'est la version 2 du cadre de référence R2S pour un pilotage efficace du bâtiment et de ses usages. Donc, on a fait pas mal d'améliorations pour tenir compte des remontées du terrain, mieux cibler le parc existant et puis prendre en compte les nouveaux objectifs des propriétaires et des occupants. Donc, je ne vais pas le détailler ici, mais ça comprend la prise en compte de la 5G, par exemple, de la géolocalisation, des infrastructures en full Wi-Fi, évidemment en prenant en compte la cybersécurité. Dans le management responsable, c'est mieux prendre en compte les impacts environnementales du numérique, les informations vers l'utilisateur. Voilà, donc ça sera opérationnel d'ici la fin 2021. Oui, juste donc, pour donner un chiffre, je reviens à la clim tout à l'heure, mais je te laisse, tu vas annoncer la deuxième chose. Si j'ai en mémoire, c'est un serveur moyen, ça consomme autant que… Non, pardon, un film sur Netflix donc, qui mobilise un serveur, c'est comme une petite climatisation dans une maison, quoi, en termes de consommation énergétique. Oui, alors pour le coup, le pilotage est beaucoup plus sobre que la 4K. Donc, d'ailleurs, il y avait une conférence ce matin du RTE et ils disent qu'ils n'ont pas encore vraiment vu les impacts du numérique sur la consommation électrique. Donc, en tout cas, nous, dans le pilotage, ça reste des consommations qui sont très faibles. L'enjeu, c'est plutôt l'accès à la data, plutôt que la quantité. Ce n'est pas une histoire de big data, c'est une histoire de smart data. Et pour ça, donc, c'est la deuxième annonce qu'on a faite, c'est la sortie d'un cadre de référence R2S Connect, où là, en fait, on spécifie les API qui vont permettre les échanges de données depuis les couches terrain, en passant par, les systèmes sur site ou les API qu'on peut avoir centralisés dans un cloud. Et donc, comment les échanges de données vont pouvoir se faire au niveau des formats, de leur documentation, de la certification de ces spécifications, l'authentification. Et donc, c'est avec toutes ces données qu'on va pouvoir nourrir finalement les logiciels qui servent à faire ce fameux pilotage. Oui, là on parle de data, mais on va y revenir parce que ça fait écho aussi à la cybersécurité et sur les outils que vous mettez en place. Tout à l'heure, Stéphane disait que effectivement il y avait plein de solutions. Alors je dirais il y a un maquis de solutions qui arrive, d'innovation. Là, c'est Stéphane, je parle pour Stéphane et Christophe. Comment est-ce que Christophe, chez les industriels, vous travaillez avec les mainteneurs pour effectivement mettre en œuvre des solutions, les tester, s'assurer que ça marche bien, qu'il n'y a pas de problème et puis que les attentes correspondent bien aux besoins du client. Il faut ouvrir le micro, Christophe. Ce sera mieux avec le micro, je pense. Ouais. Non, bien sûr, il faut travailler. Comme le disait Sébastien, c'est toute une chaîne qui permet d'accompagner à la fois les occupants et les investisseurs dans l'utilisation et l'exploitation du bâtiment. Donc, les évolutions dont il est fait état là, à travers notamment la SBA, c'est effectivement la smart data et le partage de la data. Le partage de la data entre l'interopérabilité qui peut se mettre en place entre les différents industriels, soit à travers des protocoles, soit à travers des API, de manière à ce que ces éléments-là soient accessibles aux mainteneurs pour qu'ils puissent travailler sur les logiciels et les solutions qui sont installées sur place. C'est une boucle complète. Il y a l'investissement et l'exploitation qui comptent énormément, absolument. Oui, parce que Stéphane, vous avez des différents appareils avec des données. Vous avez un rôle d'intégrateur de ces différents systèmes. Il faut qu'ils arrivent à fonctionner ensemble. Donc, c'est pas évident, j'imagine. Oui, tout à fait. Alors, peut-être pour revenir aussi, je tenais à souligner un point important. Les données, c'est une chose. Elles sont nécessaires, je dirais, pour faire un effet levier, pour corréler, pour rendre les systèmes interopérables, pour corréler le potentiel d'économie d'énergie. Mais peut-être pour revenir à un sujet un peu plus sur des fondamentaux liés au métier de la maintenance et du pilotage, il y a toute une série de mesures que le mainteneur devra proposer et devra mettre en œuvre dans ses fondamentaux sur les circuits les plus énergivores. Et là, on vient à des choses très classiques, mais du désembouage,
l'équilibrage de réseau, du nettoyage de circuits, remplacer les consommables dans les règles de l'art. Ça, c'est vraiment les points fondamentaux. Et puis, un point important, pour revenir peut-être sur le domaine de la data et de l'intelligence, c'est de pouvoir proposer de la maintenance prédictive. Alors, non plus pour, on va dire, anticiper les dysfonctionnements dans le sens productivité, économie, etc., mais réellement pour éviter, par exemple, de devoir mettre en œuvre des systèmes backup qui seraient énergivores versus des systèmes qui sont performants quand on les exploite classiquement. Donc, anticiper les pannes et pour cela, pouvoir déployer typiquement de la maintenance prédictive. L'exploitant, lui, fera la même chose. Hein. Il a son rôle au quotidien sur le site. Il peut aussi passer par la sensibilisation des occupants. Il y a des métiers tels que l'hospitality management dans le cadre de l'accompagnement des clients tertiaires où on peut organiser des challenges entre interservices et des challenges énergétiques interservices. Ça, c'est la place de l'occupant est très importante. Il y a tout autour de la mise au point des installations. Hein. Une bonne installation qui ne consomme pas, c'est une installation qui est bien réglée, qui est bien surveillée, qui est éventuellement, avant même l'installation de moyens de monitoring, de supervision qu'il faudra avoir, hein, j'en suis persuadé, renforcer le suivi physique des rondes et des relevés de température et de consommation. Et puis, toujours pour aller vers le côté et exploiter au mieux les données numériques et les technologies actuelles, aller vers l'intelligence artificielle pour le pilotage, la prise en main de la GTB et avoir en H24 une optimisation réellement de la conduite des installations. On sait que même sur un bâtiment neuf, on a pu le tester, on peut atteindre 10 à 15% d'économie sur les systèmes énergivores au travers d'intelligence artificielle, d'algorithmes qui viennent prendre la main sur la GTB et le pilotage d'installation. Ouais. Ou par exemple, voilà, sur des modèles de jumeaux numériques qui ne vont pas seulement que cartographier les espaces pour, dans le cas du décret du dispositif, bien séparer les activités, les services, mais également pour corréler les datas entre elles et obtenir le maximum de performance énergétique. Ouais. Oui, parce que finalement, ce que tu décrivais, Stéphane, c'est la GTB, ça fait combien d'années que ça existe? Ça fait des années que ça existe, ça fait 30 ans que ça existe, la GTB. Et donc, la question que j'aimerais poser à Christophe, c'est voilà, c'est des systèmes que vous avez, qu'est-ce qu'amène le numérique, finalement, en termes de pilotage par rapport à la GTB? Est-ce qu'on voit une rupture dans le fonctionnement des systèmes que vous développez? Rupture, moi je parlerais d'accélération, c'est-à-dire qu'on a une accélération et une mutualisation. Accélération dans la performance au sens large, on ne change pas les lois de la régulation, mais une accélération dans les capacités à faire, une optimisation à travers la mutualisation des capteurs de données. Donc c'est une toute autre dimension qui est donnée au système aujourd'hui. On voit dans un certain nombre d'endroits, le BIM est intégré dans la solution de GTB, donc qui permet de localiser les éléments, les composants où le mainteneur doit intervenir soit pour changer, soit pour modifier un paramétrage. Donc oui, pour moi, c'est une accélération et une augmentation de l'optimisation. Ouais. Si tu permets, je voudrais rebondir quand même sur les propos de Stéphane avec lesquels je suis tout à fait en phase. Il y a un élément aussi qu'il ne faut pas qu'on oublie, c'est l'utilisateur. Alors, on est tous des utilisateurs, parce qu'on passe plus de 90% de notre temps dans des bâtiments en général. Donc, on est tous des utilisateurs en puissance et la mise en place de tous ces systèmes, aussi évolués soient-ils, aussi performants soient-ils, si on n'associe pas un tant soit peu les utilisateurs à l'intérieur, on va vers de fortes déconvenues. Si je reprends mon exemple du pilotage des ouvrants tout à l'heure, si on n'explique pas à une personne qui est dans un bureau que l'été, elle risque de voir ses volets se fermer, ses volets roulants se fermer et devoir travailler avec une lumière artificielle, je caricature, parce que ça apporte des économies d'énergie substantielles et des gains en CO2 tout aussi importants, jamais la personne n'acceptera. Jamais la personne n'acceptera. Donc, il y a tout un travail à la fois d'accompagnement, effectivement, des professionnels autour de l'installation, de l'exploitation, de la maintenance de ces systèmes, mais il y a aussi un travail d'accompagnement à faire auprès des utilisateurs. Je pense que c'est un élément qu'il ne faut pas oublier.
Oui, parce que ça change les usages. Hier, sur la conférence qu'on avait dans les EHPAD, ils mettent, vous savez, des lumières qui se déclenchent automatiquement dans les toilettes. Là, je ne parle pas des chemins lumineux, mais dans les toilettes. Et ils faisaient part qu'il y avait des difficultés avec les utilisateurs qui ne comprenaient pas qu'il fallait chercher le bouton pour éteindre ou pour allumer. Et donc, on voit que, bon, ça, c'est un exemple très simple, hein, mais on peut l'imaginer sur des usages plus complexes comme tu décris, effectivement, sur fermer les volets l'été et éclairer, parce qu'on est gagnant au global. Surtout qu'un des constats, c'est que si on laisse les commandes manuelles, on n'y arrivera pas. Donc, il faut mettre une dose d'automatisation et de pilotage transverse. C'est pas de pilotage monofonctionnel. Et ce changement de fonctionnement induit un changement d'habitude et de relation aux usages. C'est exactement ça, que ce soit le maintien à domicile ou que ce soit les usages dans les bureaux, absolument. Oui, donc il faut penser pour les utilisateurs. Là, Sébastien, je vais te donner la parole. Il faut penser pour les utilisateurs ces éléments-là. Et puis le mainteneur, hein, finalement, qui connaît le client final, qui est en lien avec le client final, il doit accompagner sur la mise en place de ces outils. Mais ça doit répondre à un besoin. Et en tout cas, il faut que le client final en ait pris conscience. Sébastien, je voulais te donner la parole. Oui. Il y avait une question aussi, mais tu vas traiter les deux en même temps. C'était aussi, parce que vous n'y avez pas répondu, c'est qu'il y a peut-être c'est la SBA apporte une solution, il y a un maquis de nouvelles solutions. Là, je voulais dire, c'est qu'il y en a plein, des innovations, les industriels en font plein. Il y a des startups aussi qui lancent des solutions. Et aujourd'hui, quand on est maître d'ouvrage, on est face à ce maquis et on se pose la question comment je fais mes choix et est-ce que cette solution est bonne et pas bonne? Est-ce qu'il y a un référentiel qui existe au SBA? Oui, alors, ce qu'on est en train de faire au niveau du SBA, dans une commission particulière, c'est un guide pour la rénovation énergétique essentiellement à base de pilotage et de solutions numériques. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on voit bien au travers de ce qui a été dit, c'est qu'on passe d'une approche par un ensemble de silos. Alors, il y avait la GTB d'un côté, et puis il y avait d'autres lots techniques de l'autre. Et maintenant, il y a un alignement quand même sur le résultat. Le résultat, c'est quoi? C'est l'activité humaine. Et pour qu'il y ait une activité humaine performante, il faut des bâtiments performants, il faut des moyens de transport performants, il faut une ville performante. Et du coup, on est beaucoup plus attaché au résultat, y compris environnemental, puisqu'à la fin de l'histoire, c'est pas de baisser sa consommation d'énergie qui est important, c'est de limiter l'impact de cette consommation d'énergie, notamment en termes d'émissions. Et donc, on voit que tout le monde est en train de se pencher ensemble sur les résultats à atteindre, et non pas sur un empilement de moyens qui ne seraient pas cohérents entre eux et qui ne pourraient pas communiquer entre eux. Donc, ça, on est en train de décrire tout ça dans un guide. Et je vais prendre un exemple là, qui n'a pas été cité et qui est vraiment orienté occupants, utilisateurs, et qui a des impacts considérables sur les consommations d'énergie. C'est tout simplement la gestion des espaces et l'optimisation des espaces. Si je peux réduire de 30% à activité comparable ma surface occupée, tout simplement en ayant des datas sur à la fois les taux d'occupation réels, mais aussi sur des prédictions d'usage, si je peux réallouer dynamiquement mes espaces, alors bien sûr que je vais faire des économies financières, mais je vais surtout faire des grosses économies sur mon empreinte environnementale, sur mes consommations d'énergie et de carbone. Et donc, on voit qu'il faut avoir cette approche holistique de façon à pouvoir tendre vers ces résultats. Et alors, tout le sujet, c'est l'accompagnement. Et donc, on travaille beaucoup sur la méthodologie. Donc, typiquement, pour accompagner à la fois les maîtrises d'ouvrage et puis tout l'écosystème qui va autour jusqu'à l'exploitation de maintenance, on a défini une méthode en 4 étapes qui consiste à faire un plan de mesure, à mettre en place les actions locales de pilotage, à fédérer l'ensemble des fonctions qui sont attendues pour pouvoir ensuite faire tourner des algorithmes, comme ça a été dit, par exemple l'intelligence artificielle. Voilà, et en fait, on passe, c'est parce que tu posais la question, mais alors la GTB, oui, mais là, en fait, on passe au système d'information du bâtiment. C'est-à-dire que la GTB, c'est un morceau, d'ailleurs, on pourrait dire c'est la clé de voûte de ce système d'information, mais c'est un participant à quelque chose de plus global qui est le système d'information du bâtiment au service de ses occupants et du propriétaire. Ouais. Christophe, est-ce qu'on arrive sur des bâtiments qui sont un peu anciens, là, sur la rénovation, à garder des équipements anciens GTB, à venir mettre une couche numérique par-dessus pour venir les piloter?
Sur les solutions que vous avez développées, hein, j'imagine, sur toutes les solutions de GTB que vous avez, est-ce que vous arrivez à mettre la couche numérique et qui arrive à le piloter sans trop de complexité? Je pense que c'est plutôt une question pour Stéphane, dans cette partie évolution et exploitation des bâtiments. Dans la partie constructeur, la plupart des constructeurs travaillent à garder une compatibilité ascendante sur leurs offres. Maintenant, les technologies de la communication évoluent à un rythme beaucoup plus rapide que ce que était prévisible, parce qu'il y a des bâtiments qui sont encore avec des systèmes de pilotage de bâtiments des années 2000. Donc là, il y a peut-être nécessité d'un rétrofit un petit peu plus important sur des systèmes de ce type-là. Maintenant, il est tout à fait possible de compléter des installations avec des nouveaux systèmes qui sont plus sur des technologies radio qui viennent compléter et s'interfacer. Donc, je dirais oui, il y a des compatibilités ascendantes au sein des constructeurs, il y a des technologies qui permettent de venir compléter des installations existantes. Et puis après, selon les enjeux, il y a peut-être un rétrofit plus important à mettre en place pour accéder à de plus amples services, quoi. Ouais, je peux quand même juste compléter, Christophe, en prenant ma casquette ABB, pour le coup, parce qu'on développe maintenant des Building Operating Systems, qui sont ces fameux middleware qui vont permettre de récupérer les datas sur tout type de système existant, de n'importe quelle marque, avec plus ou moins d'efforts. Hein, mais c'est comme Windows, hein, vous ne pouvez pas l'installer sur n'importe quel PC comme ça, il y a des prérequis, il y a peut-être des composants à mettre à jour. Et ensuite de pouvoir déployer les applications et les services de votre choix. Et ça se fait sur de l'existant. On l'a fait déjà depuis pas mal d'années sur une bonne partie du parc à la Défense. Et ça fonctionne. Et c'est le Building Operating System, c'est un peu la première étape avant de pouvoir disposer d'un système d'information plus complet. Alors évidemment, des fois, ça nécessite de revoir entièrement certains silos qui seraient trop anciens. Mais je dirais pas pire que dans l'informatique en général, quand on change d'operating system, des fois, il faut changer une partie de matériel aussi. Ouais, on arrive à mettre une couche numérique au-dessus de système pour ceux qui le supportent. Stéphane, sur les clients, là, je reviens sur les besoins des clients, sur les solutions de pilotage, d'entretien et de maintenance, parce qu'il y a plein de solutions là, on voit qui existent et qui émergent, et puis ces obligations, hein, 40%, le décret tertiaire, c'est 40% d'économie d'énergie d'ici 2030. Donc, si j'ai bien compris, c'est que le mainteneur pouvait accompagner les clients, les maîtres d'ouvrage pour arriver sur cette première étape assez rapidement. Hein, oui, c'est ça. Et est-ce que les clients sur les solutions qui existent, ils connaissent les solutions, ils viennent vous voir en disant tiens, j'ai vu ça, mettez-moi en place, ou alors il y a un gros travail avec eux pour leur expliquer les différentes solutions qui existent et qui comprennent comment ça va changer leurs usages et avant de le déployer? Ça se passe au moment on va dire, de l'audit énergétique, plus ou moins dans la phase de déclaration, notamment du dispositif, où on fait le bilan des poids énergétiques, l'âge du capitaine, l'état de vétusté des installations. Évidemment, hein, ça ne sert à rien de monitorer ou de s'investir dans la conduite ou dans l'IoT sur une installation si on sait que dans 6 mois, il faut la changer. Je parle là d'une chaudière, je parle là d'un système de clim. Là, il faudra passer sur du rétrofit, sur des systèmes totalement où on peut faire des performances de l'ordre de 50%. Et d'ailleurs, notamment, le mainteneur a quand même effectivement un lien avec les installateurs, bien entendu. Il y a nécessairement, au-delà de la maintenance et exploitation, des travaux bâtimentaires et de rénovation à faire. Ça sera indéniable, hein, pour atteindre les 40-60%, voire même des travaux sur la coque. Hein, clairement, on l'oublie, mais pour aller jusqu'à 60%, il y aura un travail sur l'enveloppe. Alors, il y aura un travail de cycle, de séquençage important à faire, à analyser pour ces travaux. Hein. Est-ce qu'on rétrofite d'abord les installations? Est-ce qu'on fait la coque? Tout ça, ça dépend finalement de l'âge et de l'état de vétusté des installations. Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a l'état de l'art que l'on connaît aujourd'hui, l'état des technologies que l'on connaît, hein, qu'elles soient numériques ou thermiques ou frigorifiques. Il y a toute une série d'APE, d'actions de performance énergétique qui pourront être engagées parce qu'il y a une démocratisation, notamment pour l'autoconsommation des énergies vers le photovoltaïque, la géothermie, l'éolien, l'hydrolien même, hein, pour des sites qui peuvent être à proximité d'une source. Donc, ça nécessite que le mainteneur se forme avec ses partenaires. Il y a aussi les sources d'énergie, l'hydrogène verte, par électrolyse
photovoltaïque qui peut être un apport demain, même dans les bâtiments tertiaires. Il y a quelques expérimentations qui ont été engagées. Ça sous-entend que la filière va devoir et doit se mettre en œuvre pour se former, se mettre à niveau, mais aussi pour exploiter le mix énergétique qui en résultera, puisqu'on ne sera pas seulement avec une seule énergie, on aura aussi à la fois de la technologie numérique embarquée pour bien monitorer, superviser, etc., mais également un mix énergétique, donc des installations relativement nouvelles pour un certain nombre d'acteurs. Oui, d'ailleurs, je lisais un article pas plus tard qu'entre midi et deux, là, je fais un écho là, sur l'éolien, sur l'Angleterre. Je ne sais pas si vous savez, c'est le premier parc éolien mondial entre l'Angleterre et l'Écosse. Il n'y a pas de vent là depuis une quinzaine de jours. Et donc, ça équivaut à 8 centrales, disons, à 8 centrales nucléaires. Et donc, ils ont dû redémarrer en urgence une centrale à charbon pour venir fournir l'électricité en Angleterre, et ils ont demandé à EDF de redémarrer une centrale à charbon. Donc, effectivement, on voit qu'il y a aussi ces nouveaux métiers, ce pilotage qui devient beaucoup plus fin en termes de sources d'énergie. Alors, est-ce que la solution, ce serait pas, là, vous décrivez, là, je vois Christophe, il y a des nouvelles solutions qui arrivent, Sébastien aussi. Et donc, est-ce que la solution, c'est pas d'avoir une architecture numérique des bâtiments qui soit bien conçue, parce qu'on ne va pas savoir prévoir dans 5-6 ans ce que sera les évolutions des solutions. Et donc, si on a une bonne architecture qui est bien conçue, ben, on va pouvoir plugger sur ce bâtiment des choses qui vont être évolutives et qui vont fonctionner. Et je prends pour exemple, par exemple, là je fais encore écho aux EHPAD, ils expliquaient qu'il fallait 7 ans entre le moment où on commençait un projet et le moment où le bâtiment sortait. Donc 7 ans après, les solutions sont plus du tout les mêmes que celles qu'on a conçues au moment où on commençait son bâtiment. Est-ce que c'est pas la solution d'avoir une architecture numérique qui soit bien conçue, Sébastien, Christophe? Merci, hein, c'est exactement le concept de R2S. Donc, c'est précisément pour ça qu'on a fait ces cadres de référence. Maintenant, je pense que l'étape d'après, c'est de se rendre compte que tout ça, c'est un système d'information qui est attaché aux infrastructures, donc par exemple au bâtiment, mais ça va au-delà du bâtiment, hein, c'est aussi la prise en compte de la mobilité, le télétravail, les moyens de transport en commun, etc. Et donc, à partir du moment où on a compris ça, on peut commencer à penser schéma directeur, système d'information, operating system, infrastructure type Ethernet IP ou Wi-Fi IP. Mais en fait, ça, c'est un peu la finalité. Les étapes d'avant sont fondamentales pour faire les bons choix. Et c'est pareil, un système d'information d'entreprise, ça met 10 ans à se mettre en place. Vous ne pouvez pas changer un ERP ou un CRM comme ça à la volée tous les ans. C'est la même chose. Et donc, pour pouvoir faire ça, on fait d'abord un schéma directeur et puis on planifie les investissements et on planifie les résultats qu'on veut obtenir. Et évidemment, il faut des méthodologies ou des cadres de référence. Voilà, c'est tout l'enjeu des travaux qu'on fait en commun. J'ai un petit sondage pour vous. Tiens, pour dynamiser, pour vous, pas vous, conférencier, mais quoique, pour vous aussi, j'ai un petit sondage pour échanger avec le public. Vous allez voir, c'est un petit pop-up. Je ne vous avais pas prévenu, hein, mais je vous avais on vous fait une petite surprise avec 2 questions, comme ça le public va pouvoir répondre. Il y en a une première question, c'est le système de gestion technique du bâtiment, on en a parlé. Pour le chauffage et le CS permet une économie d'énergie en moyenne 5, 10, 15, 20. Après, vous allez m'aider à répondre hein, parce que je ne connais pas forcément les réponses. Je vous laisse commencer à voter. Et la déclaration des consommations des sites concernés par le décret tertiaire s'effectue tous les ans ou une fois pour toutes, ou au fil de l'eau. Vous allez pouvoir nous répondre. Allez, on vous laisse 10 secondes pour répondre. 9, 8. Vous voyez les questions aussi, cher conférencier? Moi, je clique, mais il ne se passe rien. 7, on n'a pas la main. Ah, vous n'avez pas la main pour voter. Ouais, je crois que je ne peux plus vous donner les droits maintenant pour voter. Ça a changé encore sur le système. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Voilà, vous avez répondu. Je mets fin au vote et je vous partage les résultats. Alors, qui est-ce qui veut m'aider à répondre? Benjamin, il me donne des bonnes réponses. Stéphane, alors peut-être sur la première. Je pense qu'est-ce que tu dirais? Je pense qu'effectivement, on est bien à minima sur un 15%
de cible quand on vient monitorer et actionner un pilotage via la GTB. Ouais. Donc, je serais à minima sur cette réponse-là. Ouais, Benjamin me dit oui, c'est 20%, mais donc tu es à minima, donc c'était bon. Pour toi, effectivement, c'est l'ECS, on peut faire des économies substantielles. Hein, de toute façon, dès qu'on chauffe, dès qu'on utilise de l'énergie pour chauffer ou pour refroidir, c'est sans commune mesure par rapport à l'énergie qu'on utilise pour faire tourner un moteur de volet roulant. Hein. Exactement. Et pour rappel, hein, chauffage et ECS, c'est les bases des systèmes de régulation, puisque finalement, le système de refroidissement, il n'y en a pas forcément. Donc, c'est chauffage et ECS. Ça, c'est l'obligation qui est contenue dans le décret système de régulation hein, pour tous les bâtiments du tertiaire qui dépassent 290 kW. Et c'est une fiche C2E qui vient juste d'être approuvée pour accompagner les acteurs pendant cette période de transition entre maintenant et 2025. Donc, pour pouvoir, donc c'est génial parce que alors, non seulement vous allez vous mettre en conformité ou commencer la conformité avec le décret tertiaire, mais si vous le faites, si vous n'attendez pas le dernier moment, vous aurez une petite prime pour vous aider. Ben voilà. Allez-y. Et puis sur la deuxième question, la déclaration des consommations des sites concernés par le décret tertiaire s'effectue tous les ans. Oui. C'est tous les ans. Effectivement, tu parlais d'années de référence. Hein, tout à l'heure, il y a un premier travail que doivent faire les opérateurs. Là, ils sont en train de le faire là, sur le décret tertiaire. Hein, ils doivent définir l'année de référence et qui va leur permettre de savoir combien on gagne par rapport à cette année de référence. Sébastien, oui, tu voulais poser. Ouais, non, c'est parce que après, je sais pas, je crois qu'il ne reste pas forcément beaucoup de temps. Mais le point que je voulais souligner, c'est effectivement, on voit qu'il y a un besoin de formation au travers de ce sondage. Donc, on a besoin tous de monter à bord et de mieux en mieux maîtriser. Et là, il n'y a pas une question piège sur comment fonctionne une API RESTful. Bon, donc, on pourrait avoir des questions plus sur le numérique ou c'est quoi les algorithmes d'intelligence artificielle. Donc, il y a un dispositif pour accélérer ça, c'est la formation, c'est l'accompagnement au changement. Et donc, au niveau de la SBA, déployé en région, et j'espère que maintenant, on va pouvoir reprendre, parce qu'on ne peut pas faire ce genre de formation 8 heures à distance, et ça ne le fait pas, donc il faut du présentiel. Donc, ça a été suspendu, mais ça va reprendre. Il y a tout un bouquet de formations en région pour accompagner les acteurs sur l'intelligence artificielle, sur le tertiaire, sur tout un tas de pilotage énergétique. Donc ça, c'est un dispositif pour accélérer, parce que si on n'a pas les bonnes données du problème, c'est plus compliqué pour le traiter. Et puis le deuxième dispositif pour accélérer, qui a aussi pris un petit peu de retard avec ces événements sanitaires, c'est un outil pour accompagner les décideurs publics, puis les décideurs privés, donc les propriétaires, les maîtrises d'ouvrage, sur un parcours de rénovation énergétique par les actions à gain rapide, donc avec des ROI courts typiquement inférieurs à 5 ans, dont la GTB fait partie, le système de mesure fait partie. Et donc ça va faire l'objet d'un simulateur dans le cadre d'un programme qui s'appelle ACTE, donc qui est porté par la FNCCR et par l'État, qui devrait, je dis au conditionnel, parce qu'avec ces éléments sanitaires, on repousse le calendrier, mais qui devrait sortir en janvier 2022, après un développement là, qui est en train de se faire et un cahier des charges qui a été finalisé avec le CERS, avec l'IGNES, avec le JMELEC, avec la FFIE et bien sûr avec la SBA. Donc là, on aura un vrai outil pour accélérer le déploiement et la bonne prise en compte de ce qu'il y a à faire pour atteindre ces obligations réglementaires. Ouais. Il y a une question de Benjamin pour Stéphane sur l'intelligence artificielle. Tu en parlais hein, tout à l'heure, Stéphane. Tu disais oui, on fait de la maintenance prédictive. Donc, bon, alors je ne sais pas ce qu'on peut. On peut dire plein de choses derrière. Moi, j'aime pas beaucoup ce mot intelligence artificielle parce que c'est souvent des algorithmes derrière et donc il n'y a pas forcément de l'intelligence artificielle. Mais je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais sur cette en tout cas, il y a des algorithmes qui permettent de piloter beaucoup mieux et finement les bâtiments. Est-ce qu'on peut imaginer que demain, des bâtiments seront pilotés sans intervention humaine? Et puis, du coup, par effet ricochet, vous, pour vos métiers, vous dites demain, on va être remplacé par la machine? Alors, ça serait pas vraiment dans le sens de mon métier et de nos métiers. La présence reste quand même, la présence sincèrement reste cruciale hein, pour bien appréhender le physique et
la complexité des installations, hein, parce que la remontée d'informations ne peut être que partielle. Il y a aussi des constatations à faire en présentiel. Le diagnostic numérique et l'aide à la décision, voire la décision, sont bien, mais je n'imagine pas, on n'est pas dans le monde industriel, dans le monde tertiaire non plus, hein. Il y a quand même une marche encore à atteindre qui est conséquente. Est-ce qu'on en souhaitera l'investissement également? Donc, il y a un vrai, moi je le vois vraiment comme un support, comme une aide à la décision, mais l'intervention et la compréhension de ces systèmes-là, notamment d'ailleurs, on voit bien qu'on va créer d'ailleurs des métiers, hein, le data manager, parce que le numérique tout seul, en soi, il faudra bien capitaliser, consolider, corréler la donnée. Donc, dans tous les cas, on a bien encore de l'humain derrière. Ça, c'est le point important. Et moi, pour mot de la fin, enfin mot de la fin, ou en tout cas comme Sébastien a profité de ce moment, ce dernier moment, c'est peut-être insister sur l'engagement. Effectivement, on a autour de la table, on voit, on a des moyens. Les moyens numériques, hein, sont des moyens, sont certainement peut-être pas la finalité, mais ils seront nécessaires pour atteindre ces enjeux importants et trouver la bonne échelle économique autour. Il y a des installations plus performantes, plus frugales à mettre en œuvre. Ça, c'est une certitude dans le cas des actions. Mais il ne faut pas oublier l'engagement qui devra être tenu, hein, l'obligation qu'aura le propriétaire du bâtiment. Et à mon sens, c'est dans le cadre du contrat de maintenance-exploitation que l'engagement pourra être porté, au sens l'engagement de réduction et avec les risques financiers potentiellement associés. Et pour ça, il y a des clés importantes, c'est qu'il faudra avoir une vision long terme. Aujourd'hui, on est souvent dans des visions court-termistes en maintenance, 3 ans, 4 ans, ce ne sera pas suffisant. Il faudra réellement reconsidérer les contrats de maintenance-exploitation sur des visions beaucoup plus engageantes pour les deux parties, moins de parties aussi, parce que si l'on a beaucoup de partenaires à l'outil sur un lot technique, derrière, il va falloir trouver les éléments clés de responsabilité, l'analyse en cas de non-atteinte des objectifs. Donc, à mon sens, un engagement via le mainteneur de manière ferme et durable, c'est une des clés de réussite pour ce dispositif aussi, associé autour d'installations performantes et d'outils bien monitorés et bien managés. Ouais. Oui, là, je reviens aussi sur un sujet, on n'en a pas parlé, c'est pour Christophe, hein, sur la cybersécurité et l'énergie. Là, on parlait de volets roulants, de systèmes, en tout cas qu'on peut piloter, sur lesquels on peut avoir des gains qui sont très forts. Est-ce qu'aujourd'hui, vous concevez et donc tout ça, ça communique, hein, avec de la data. Est-ce qu'aujourd'hui, vous concevez vos équipements de manière à ce ils assurent une cybersécurité des données? La réponse est dans la question. On ne peut pas faire sans. C'est indispensable de faire ça. On a tous eu des expériences de tentatives de piratage des installations. Enfin, depuis des années, c'est quelque chose qui existe. Donc maintenant, oui, c'est même un sujet d'actualité. C'est un non-sujet en termes de problématiques, mais c'est déjà bien intégré dans les développements et dans les apports de solutions. C'est clair. Comme le disait Sébastien, on est dans un monde informatique et digital. Donc, à partir de là, n'importe qui peut essayer de tenter de rentrer dans les systèmes. Ça fait partie des cibles, absolument. Ouais. Oui, puis c'est pour donner confiance aussi aux utilisateurs, parce que si on a aujourd'hui des systèmes sur lesquels on sent qu'ils peuvent être hackés, finalement, l'utilisateur n'a plus confiance. Et donc, on a tous intérêt à avoir des systèmes qui soient très sécurisés à ce niveau-là. Oui. C'est au plus haut niveau. Et l'ensemble des constructeurs, quelles que soient les associations dans lesquelles ils sont engagés dans cette démarche-là avec les instances étatiques. Il n'y a pas d'état d'âme à avoir là-dessus. Hein. Voilà, donc on a aujourd'hui, on arrive au bout de cette table ronde. On a aujourd'hui des systèmes qui fonctionnent, et puis il y a des solutions, comme le disait Christophe, j'avais perdu, hein, j'avais plus en tête effectivement les économies qu'on peut réaliser sans avoir besoin d'installer des solutions très complexes. Hein. On n'a pas besoin de mettre de la clim partout, on peut mettre notamment des volets roulants ou des ombrières, et donc on a des systèmes qui existent, on a les hommes pour le faire, et puis
j'essaye de résumer, mais aussi des référentiels, hein, c'est ce que vous faites avec le SPA, qui vont permettre à tous ces systèmes et ces fonctionnements et ces hommes de fonctionner ensemble et d'avoir une architecture pérenne pour passer le temps, puisqu'on voit que c'est une course de fond, hein, cette histoire-là de transition écologique. Donc on a la transition numérique, la transition écologique, et puis je reviens sur la transition démographique. Ça, c'est les trois enjeux et sur lesquels vous êtes mobilisés tous les trois. En tout cas, c'était un grand plaisir de vous avoir avec nous sur cette table ronde.